Chers compatriotes, bonjour. Nimfouma Dissoum Mongo, responsable du think tank politique Alternative Congolaise pour une transition d'État, en sigle ACT. Notre rendez-vous d'aujourd'hui porte sur les perspectives pour le Congo. Nous vous livrons ici une analyse prospective au moment où l'actualité africaine connaît des remous difficiles, où les esprits sont inquiets à cause de l'incertitude du lendemain. C'est avant tout un sujet pour nourrir la réflexion sur notre pays, mais aussi il s'agit de donner l'espoir aux générations du Congo sur l'avenir en lui dotant d'un socle idéologique sain et salvateur pour affronter les défis qui s'imposent à nous. Pour aborder ce sujet, nous allons d'abord faire une rétrospective thématique sur les sujets traités précédemment. Il s'agit de la rétrospective sur le tribalisme Mboshi, sur l'idéologie du nordisme et sur l'avenir des Mboshi. Cette rétrospective sera brève. En effet, quiconque qui est intéressé pourra se reporter sur notre chaîne YouTube pour davantage de connaissances sur ces articles. Nous faisons cette rétrospective dans le but unique de mieux cerner le constat qui nous permet de tracer des perspectives pour le Congo. Rétrospective sur le tribalisme Mboshi. Dans nos précédentes publications, nous avons qualifié le tribalisme Mboshi comme étant un tribalisme d'État qui sévit en République du Congo depuis plusieurs décennies. Ce tribalisme a des fondements culturels, tels que le présente l'ethnologue Edmond Ponel, le compagnon de Debraza. Les Mboshi sont une minorité ethnique du nord du Congo qui ont transposé au sommet de l'État leur culture qualifiée de barbare. C'est une sociologie constituée de chefferies patriarcales qui ont peu ou pas connu de mixité. Les Mboshi ont un rapport à la propriété individuelle poussé à l'extrême. Ce sont là des propos de Edmond Ponel. Et par rivalité ethnique absurde, les Mboshi s'opposent au groupe sociologique Congo, dépositaire de la civilisation bantou. Les Bantous ont une mixité culturelle, anthropologique. Cela peut se reconnaître à travers les mariages coutumiers où deux personnes de même clan ne se marient pas. Et cette rigueur culturelle était encore plus d'actualité dans la génération de nos parents. Aujourd'hui, peut-être avec les influences étrangères, cela tend à diminuer. Mais au cours des mariages, les parents cherchent toujours à se connaître, à remonter 2, 3 générations en arrière pour voir si il n'y a pas parenté des personnes d'un même clan, puisque la tolérance aujourd'hui elle est de mise. Mais les Congos, quand ils se marient, un Sundi se marie avec un Dondo ou un Kwima, clan Kwima, ou un Vili ou un Yaka ou un Muangala, très rarement dans le même clan. Les Congos sont un peuple matriarcal. Dans ce sens, la lignée, c'est la mère qui détermine la lignée. Et aussi, ils ont un rapport à la terre qui est très strict. La terre appartient au clan et la production collective. Donc, dans ce sens, la terre, chez les Congos, la terre ne se vend pas. La terre est sacrée. Dans les articles précédents, nous avons aussi dressé l'historicité et l'historiographie de ce tribalisme, Mboshi. La genèse que nous avons faite situe ce tribalisme à la période des luttes pour l'indépendance, où les Congos ont cherché l'émancipation face aux colons blancs. À la naissance de la classe politique dans les années 45-60, la revendication ethno-tribale du pouvoir par les Mboshi s'est exprimée avec force et violence. Ensuite, ce tribalisme est aujourd'hui orchestré par M. Sassou Nguesso, qui est un élément de la géopolitique française en terre Congo. Son objectif, c'est agir en lieu et place du colon blanc pour anéantir les Congos. C'est pour cela que nous qualifions M. Sassou d'acteur du colonialisme noir, encore appelé endocolon. Ce tribalisme a des leviers. Il a instauré une logique de prédation et de violence inouïe dans le pays. Nous citons, par exemple, l'appropriation de l'armée nationale par commandement exclusivement Mboshi au service d'un homme ou d'une ethnie. Le Congo a déjà connu un régime républicain, sous la Première République, le régime de l'abbé Fulbert Nyuru, qui n'a pas utilisé l'armée pour réprimer des manifestants. Il a préféré démissionner. Et pourtant, le plus haut gradé de l'armée était un Congo. Mais il n'a pas utilisé ce genre de méthode. Chez les Mboshi, nous remarquons une prédation administrative, économique et financière
dans tous les rouages de l'État. M. Sassou Nguesso, avec ses comparses de la cuvette ouest, ont privatisé le trésor public et disposent des revenus des Congolais, des deniers publics à leur guise, en toute impunité. Ce tribalisme s'illustre aussi à travers le déni d'entreprendre aux Congolais, c'est-à-dire que les Congolais sont privés ou ont du mal à se lancer dans l'activité d'entrepreneuriat. Le marché des affaires est livré aux étrangers, ce qui fait que le Congo n'a même pas de patronat national. C'est un régime Mboshi qui exacte la violence. Il voue une hostilité et un mépris envers les Congolais qui sont extérieurs au groupe Mboshi. C'est cette logique génocidaire qui a ciblé les Congos dans la guerre dite du Poule, où l'armée s'est livrée à des massacres à huis clos pendant 5 ans, et sous le silence de l'opinion africaine et internationale. Le tribalisme Mboshi méritait qu'on y revienne, qu'on y fasse un bref exposé pour éclairer les générations du Congo face aux dangers qui les tient et qui les menacent. Et ce tribalisme, nous en avons largement fait écho dans nos précédentes publications que vous trouverez sur notre chaîne YouTube. Je vous invite, mes chers auditeurs, à y jeter de temps en temps un œil pour se rafraîchir la mémoire. Seconde rétrospective, le nordisme. Le nordisme, nous l'avons défini comme étant une idéologie politique dont les principes ont été élaborés par le groupe dit de Mpila, auquel il faut ajouter les éléments de l'armée. Nous avons cité Marien Gwabi, Joachim Yombio Pango et Denis Sassou Nguesso. Ce groupe est à l'origine des assassinats, des triples assassinats qui sont déroulés en 1966 au Congo, l'assassinat des hauts cadres administratifs, c'est-à-dire un procureur de la République en la personne de Poabou, un procureur de la République en la personne de Matsokota Lazare et un directeur de l'information en la personne de Maswemi. Aujourd'hui, on peut ajouter à ce groupe des personnalités telles que Obenga, le théoricien de la soumission au Moshi. Ce nordisme a eu une prédation équivalente à l'impérialisme occidental, auquel il n'a rien à envier en termes de brutalité, de violence, de rapine et de crimes en tout genre. C'est une idéologie, le nordisme, une idéologie qui repose sur 4 piliers. Premier pilier, le pouvoir par les armes. Vous connaissez leur maxime, le pouvoir au bout du fusil. Cette idéologie utilise l'armée au service des gouvernants, au service d'un groupe, d'une personne, d'une sociologie, d'une ethnie, les Mboshi. Le deuxième pilier, c'est la concentration du pouvoir d'État aux mains des Mboshi. Cela ne se dément plus. Il suffit de voir les effectifs de l'administration, il suffit de voir la configuration de l'armée nationale, dite nationale, qui n'a de national que le nom. Le troisième pilier, c'est la confiscation du trésor public. Demandez aux Mboshi où sont passés les 14 000 milliards des générations futures. La prédation financière de haut vol, inimaginable chez des personnes normales, des personnes sensées. Mais chez les Mboshi, avec leur idéologie, cela passe pour une normalité. Le quatrième pilier, c'est la priorisation de la formation et l'embauche dans tous les secteurs de l'État. L'embauche est réservée aux Mboshi. La formation accélérée aux ressortissants du Nord, que vous connaissez, peut-être certains n'ont pas connu, et nous le rappelons, qu'on appelle les Yakanokinoki. Vous l'entendrez souvent ce nom dans la société congolaise, les Yakanokinoki. Ce sont des personnes qui ont été formées à la va-vite et à qui on faisait déplacer du village à Brazzaville et de Brazzaville à l'étranger pour une formation avec des bourses moyennes. Cette idéologie a induit un comportement qu'on appelle l'omerta chez les Corses, donc les mafieux. La loi de l'omerta, c'est-à-dire du silence. Et ce silence entraîne aussi dans la foulée un unanimisme, c'est-à-dire tout ce que M. Sassou décide, tout le monde est d'accord. Personne n'ose dénoncer, personne ne dit mot. Ils acquiescent. Il affuble de tous les noms qui exaltent la barbarie comme le qualificatif d'Elombe, Ochombe, voilà, le Koufé. Voilà, tout ça c'est lui. Cette idéologie induit aussi un autre comportement qui est l'endoctrinement. Les originaires du Nord pensent qu'ils ont gagné une guerre et que ce sont des guerriers. Et qu'à ce titre, le titre de guerrier est un passe-droit. Ils oublient que ce n'est pas les fameux Cobras qui ont évincé le régime républicain de Lissouba. C'est la France qui est venue faire la guerre pour déloger, pour empêcher
la jeune démocratie congolaise de croître et ramener au pouvoir leur serviteur, celui qui n'a ni éthique, ni morale, ni personnalité, M. Sassou Nguesso. Et sitôt arrivé au pouvoir, revenu au Congo dans un contexte où 90% de la classe publique, la classe politique s'était exilée, était dehors, il en a profité pour abroger la Constitution et effacer tous les acquis de la conférence nationale souveraine de 1992. J'invite les auteurs qui veulent approfondir ce sujet sur le nordisme à aller suivre notre vidéo sur notre chaîne YouTube à ce sujet. C'est très instructif. N'hésitez pas. Ce nordisme, cette idéologie nocive, a induit une citoyenneté à 2 vitesses, ce qui fait courir au Congo, à notre pays, le risque de ce que M. Obenga prône, la scission. C'est-à-dire que si vous ne vous soumettez pas, eh ben c'est la scission. Nous attendons de ce monsieur qu'il formule les termes de cette scission. Je pense que les Congolais du Sud, les Bas-Congo comme vous les appelez, les sociologies du Sud, n'en sera que preneurs. Parce que nous ne comptons pas sur une richesse volée, pillée. Le royaume Congo a été formé par les Congos. Le royaume Congo a civilisé toute cette région. Et c'était un royaume prospère. Nous avons l'intelligence pour organiser et pour s'élever. Donc nous invitons les théoriciens de la scission et de la soumission à nous proposer la formule de séparation. Sans doute on pourra se retrouver dans le cadre panafricain un État dans une configuration plus fédérale au niveau africain. Et nous verrons quel rapport nous pourrons entretenir entre nos compatriotes de l'hémisphère nord d'aujourd'hui. C'est cette idéologie qui est à l'origine aussi de la vente des terres des Bantous. L'hostilité que les Moshi vouent au Congo les amène à vouloir dépayser les Congos sur leurs terres en y introduisant des mercenaires rwandais. Ça n'a pas suffi d'implanter des mercenaires Hutus déjà les années passées, au lendemain en 1997 par le HCR qui a implanté des milliers de Rwandais dans le nord qui aujourd'hui occupent, je pense, la zone de Kintele. Cela n'a pas suffi. Et maintenant, ils viennent introduire dans le Sakossin, terre du Poul, de la Bwenza et du Niari, des mercenaires Tutsis. Tout cela pour créer l'embrasement en Afrique centrale, tel qu'ils le promettaient déjà en 97, au moment où ils sentaient qu'ils n'avaient pas de vent en poupe pour remporter cette guerre, le coup d'État qui durait depuis le 5 juin. M. Sassou Nguesso promettait l'embrasement. Et aujourd'hui, il sait qu'il veut laisser ce genre de conflit post-mortem parce que son pronostic vital ne lui permet pas d'envisager encore 20 ans de vie. Et que pour cela, à défaut de pouvoir déraciner toute la terre du Poul, il s'emploie à y insérer des éléments destructeurs. Mais cela, les Congos sont un peuple multimillénaire. Nous saurons y faire face. Troisième et dernière rétrospective, l'avenir d'Mboshi. Toujours dans nos publications passées, nous avons défini l'avenir d'Mboshi comme étant une crise de conscience. À faire le distinguo avec une prise de conscience. La prise de conscience est ce réveil conscient qui permet à l'humain de se ressaisir et de se racheter ses fautes sur ses actes et de devenir meilleur ou du moins de changer. À l'inverse, la crise de conscience, c'est un stress traumatique, c'est un délire de la conscience. La crise de conscience relève de la psychiatrie. Mieux, c'est une manifestation de la peur. Cette peur chez les Mboshi qui se demandent qui va les protéger après Denis Sassou Nguesso. Parce que n'oublions pas que Sassou Nguesso a commis des crimes au nom des Mboshi. En 99, il demandait aux Mboshi de lui donner ses enfants pour aller combattre dans le Poul, pour aller exterminer les Congos. Cela devait leur garantir la paix dans le Nord. Disait-il que si je meurs à 14h, à 15h, il n'y aura plus personne dans le Nord. Et cela, nous l'avons démenti. Le peuple Congo, c'est un peuple majeur. C'est un peuple qui a des vertus, qui a une culture qui élève l'esprit. Donc la crise de conscience chez les Mboshi, c'est une manifestation de la peur. C'est une hantise des méfaits perpétrés au Poul et dans d'autres parties du pays. D'autant plus que la théorie du coup d'État a été démasquée, où M. Sassou Nguesso prétendait qu'il dormait, qu'on est parti le réveiller. Aujourd'hui, tout Congolais sait que M. Sassou a perpétré un coup d'État sanglant de plus de 25 000 morts. Et là, le chiffre est minoré. Le nombre de morts dépasse du moins les 40 000. À comparer
des coups d'État panafricains qui se passent dans les pays du Sahel. 0 mort. Et cela, il se passe pour apporter à leur peuple la souveraineté face au colonialisme, à l'impérialisme. Et M. Sassou Nguesso a fait le coup d'État pour nous plonger davantage dans le colonialisme et l'impérialisme occidental. Nous l'avons rappelé que c'est l'élément de la géopolitique occidentale en terre Congo. Donc, tous les actes qu'il a posés, ses comparses aujourd'hui se demandent, mais au fait, l'homme a une durée de vie limitée. Qu'allons-nous faire? Et c'est ça, cela l'objet de l'interrogation. L'avenir d'Embauche. Les faits parlent d'eux-mêmes. M. Sassou a commis un génocide dans le pôle. Il a utilisé une méthode scientifique chirurgicale, comme aiment le disent les Occidentaux, ou le colon. Cette chirurgie s'appelle la planification Mouébara. Auparavant, c'était les opérations Colombe 1, Colombe 2. Ensuite, il est passé à l'opération Mouébara, avec une statistique sur le nombre de morts prévisionnels, des chiffres à atteindre pour avoir la satisfaction qu'on a vraiment tué. Ces massacres se sont déroulés à huis clos, à l'abri des regards des ONG, à l'abri d'autres opinions, de huis clos médiatiques que personne n'en parle. Et pourquoi cela a-t-il été favorisé par l'opinion communautaire occidentale? Et parce que l'investissement que l'impérialisme français avait opéré sur Sassou Nguesso n'avait pas encore porté ses fruits. Et Sassou Nguesso, bon adepte du machiavélisme, a opéré ces massacres une année après s'être installé au pouvoir dans le sang. Pour ce faire, il a utilisé un alibi d'une fausse rébellion qu'il a fabriquée de lui-même. Positionner un acteur en la personne de révérend pasteur Ntoumi, qui n'était à ce moment qu'un jeune homme à qui on a sans doute présenté un autre tableau en complicité avec le prophète Ésaïe, papa Ésaïe, qui pouvait contrôler son mental. Le procès de Dabira a démontré que c'est eux-mêmes qui fournissaient les armes, qui déposaient les armes, et en complicité Ntoumi devait récupérer ses armes. Et donc ce prétexte donnait l'alibi au nord à Sassou Nguesso pour aller bombarder, maquiller les hélicoptères au sigle d'ONG pour que les gens se rassemblent pensant qu'on va leur projeter des vivres. Et quand les gens se rassemblent, lui, il bombarde. Voilà. Aujourd'hui, le pôle est resté assiégé. Nul ne doit bouger. Mais aussi, c'est pour veiller sur les charniers, qu'il n'y ait personne qui aille révéler les endroits ou faire les fouilles. Voilà ce qui trouble la quiétude, le sommeil des mochis, qui sont inquiets sur leur avenir. Parce que dans un pays où vous avez brutalisé tout le monde, il n'est pas évident que les relations redeviennent fraternelles comme si de rien n'était. Donc l'avenir d'Embauchi, c'est bien une crise de conscience. Une crise de conscience pour laquelle ils n'ont aucune solution, sinon que la fuite en avant, c'est-à-dire plus de violence pour chercher à se maintenir. C'est une crise de conscience qui impose un omerta dans le nord du pays, un unanimisme qui anesthésie quasiment la parole, la pensée politique dans le nord. L'élite intellectuelle de la sociologie Mboshi doit se réveiller. Elle doit se réveiller même si elle a été formée dans des conditions de favoritisme, même si elle baigne dans un favoritisme gratifiant de l'argent gagné facilement. Ils doivent sortir de ce mutisme qui leur impose le profite et tais-toi. Ce n'est pas une conduite en tant qu'humain. Il faut vous ressaisir. Sassou Nguesso est un Kimpumburu du point de vue des Bakongo. Parce que chez les Bakongo, on ne tolère pas un individu au comportement qui amène le trouble dans la société. Il aurait été un Mukongo, ce qui aurait été déjà probablement impossible. Mais admettons que s'il était à Mukongo, c'était les Bakongo qui allaient en premier lieu lui sermonner, tirer les oreilles, ou tout simplement le foutre dehors. Parce que ça, c'est pas un comportement à tenir. L'État, c'est une propriété commune. La nation, c'est une propriété commune. La terre est sacrée. Le sang est sacré chez les Bakongo. On ne verse pas le sang comme si de rien n'était. Donc l'élite du Nord ne restait pas corrompue à l'esprit de Sassou Nguesso. Nous vous invitons à sortir de là, de cette façon d'être. Aujourd'hui, les peuples sont confrontés à une mixité culturelle qui impose qu'on regarde comment les autres vivent, qu'on fasse l'émulation dans la créativité, dans la fraternité. Ayez un peu de lucidité pour vous défaire de Sassou Nguesso au lieu de vous inquiéter inutilement. La chasse aux sorcières que vous promet qu'agiter plutôt Sassou comme épouvantail n'existe que dans son
dans son esprit. Donc, nous, au sein de l'alternative congolaise, nous pensons et nous insistons sur ce fait que l'avenir d'Mboshi n'est pas une problématique interne au Mboshi, c'est une problématique nationale et que dans ce sens, nous saurons trouver les solutions pour apaiser les esprits qui sont tourmentés. Cela ne se fera pas dans la violence, mais cela se fera par le dialogue, qui est une qualité première. Vous avez vu que malgré la brutalité du colon à l'époque coloniale, comment le Congo se sont illustrés à travers le mouvement machuaniste. À la violence, nous avons répondu par la non-violence. À la corruption, nous avons répondu par le refus de toute corruption. Et la droite ligne du mouvement machuaniste, c'était le dialogue, la négociation. C'est à cela que vous devez vous résoudre vous aussi pour retrouver une fraternité au sein de la République. Parce que la République ne rejette pas les enfants. Ce n'est pas une révolution qui broie ses enfants comme la révolution des nordistes, c'est-à-dire les partisans du pouvoir du Nord. Nous vous invitons donc à sortir de ces tourments. La crise de conscience, tout le monde en a conscience. Et c'est la République qui les soulagera, les consciences tourmentées. Conclusion sur les thématiques. L'acte considère que le tribalisme et l'idéologie qui le sous-tendent sont, premièrement, un suicide qui veut entraîner tout le pays dans le désastre. La diversité, nous pensons, est une force. Nous le déclarons plutôt. C'est une force, pas une faiblesse. Est-ce un Congo divisé peut engendrer une dynamique panafricaine? Il est difficile de le croire. Raison pour laquelle nous devons unir les forces, bien que étant culturellement divers. Le Congo aujourd'hui est perçu comme un pays sans personnalité à cause de l'élite Mboshi. Les auteurs de cette pensée pensent à une faiblesse des Congolais. Ils ignorent que les Congolais ont subi des traumatismes tels que le voulait l'impérialisme occidental à travers leurs agents implantés, M. Sassou. Ils ignorent que les Congolais ont subi une violence inouïe qu'aucun peuple d'Afrique n'a jamais subi. Nous déclarons que le Congo a une personnalité. Le Congo a en son sein un peuple mature qui est capable de se renouveler, de se surpasser et de se transcender. La deuxième caractéristique de cet tribalisme et idéologie, Mboshi, c'est qu'ils entraînent une régression du pays sur les plans économiques, social, culturel et politique. Sur le plan économique, le Congo est devenu entre-temps un pays pauvre, très endetté. Alors, peut-on expliquer comment, disposant d'une richesse abondante, le Congo est devenu pays pauvre? C'est un exploit du nordisme. Je ne pense pas que les Mboshi puissent en être fiers. Sur le plan social, on a vu la dépravation des mœurs. Là encore, c'est une honte. Inutile de faire la politique de l'autruche. Élite Moshi, ressaisissez-vous. Les Dja, les Noirs, les Yibambongo, c'est pas une culture, ça. Le monde est livré à une compétition qui fait que dans ce rendez-vous du donner du savoir et du donner du recevoir des civilisations, chaque peuple, chaque civilisation apporte quelque chose de positif. Ce n'est pas le Nobolo qui apporte une qualité qui va émerveiller le reste du monde. Ce n'est pas la musique qui apporte des vertus au monde, ou une connaissance que le monde pourra se prévaloir. Ce n'est pas la sapologie non plus. Avec vos ministres de la SAP, vous n'irez nulle part. D'ailleurs, il n'aura aucun homologue dans aucun autre pays. Donc, arrêtez les bêtises avec ce tribalisme et cette idéologie inutile, insensée. Nous, au sein de l'acte, nous concluons que l'unipolarité ethnopolitique est une hérésie intellectuelle et culturelle. Je répète, l'unipolarité ethnopolitique est une hérésie intellectuelle et culturelle. L'unipolarité, c'est l'idée qu'une ethnie se place au-dessus des autres et prétende que le pays ira bien. C'est complètement faux. C'est une idée de même nature que le diviser pour régner, l'idée occidentale, pour nous assujettir. Et aujourd'hui, on voit les limites civilisationnelles de cette idée. Donc, pour conclure, il nous faut tracer d'autres perspectives parce que ces agissements sont dictés par la peur. Et la peur, c'est un horizon dépassable. Nous allons vous le démontrer. Après la rétrospective thématique, nous pouvons enfin aborder les perspectives pour le Congo. Et pour ce faire, nous posons la question de savoir quelle légitimité fondera un État-nation acceptable par tous. Je répète, quelle légitimité fondera un État-nation acceptable par tous? Telle est notre manière au sein de l'acte d'introduire ce sujet sur les perspectives. La légitimité, nous pouvons la fonder à travers plusieurs prismes. Est-ce l'homme providentiel qui pourra fonder un État-nation pour le Congo, qui sera accepté par toutes les sociologies? Un tel homme existe-t-il? Certes, celui qui dirigera le Congo ne tombera pas du ciel, mais cet homme providentiel, il faudra le définir à travers peut-être des qualités objectives
Il faut avoir des critères objectifs pour définir un tel homme providentiel. Or, la providentielle fait appel à quelque chose de non maîtrisé. On risque de retomber même sur le messianisme. Les messies au Congo, je pense pas qu'on les accepte. Quand Bernard Kolela est apparu sur la scène publique, certains ont commencé par l'appeler Moïse ou Messie. Et les critiques ont fusé aussi. Les critiques venant surtout de la partie nord. Ouais, mais c'est pas un Moïse, c'est pas un Messie. Mais quelques années plus tard, les mêmes sociologies du Nord ont considéré que Mokoko était un Messie. Vous voyez les contradictions? Alors, quels sont les critères objectifs qui feraient que le Congo est un homme providentiel? La roue de l'histoire, quand on a manqué de saisir au bon moment, eh ben, on rate beaucoup de choses. On rate la destinée. La destinée du Congo, qui devait être assurée par les démocrates au moment de la conférence nationale, a été torpillée et le pays a basculé dans les guerres, dans le crime, dans le génocide. Donc l'homme providentiel, c'est une chimère, mais c'est une possibilité. Disons, espérons-le. En tout cas, c'est pas notre déterminisme au sein de l'alternative. L'autre légitimité qu'on pourrait envisager, toujours pour répondre à cette question, serait-ce une légitimité incontestable? La légitimité incontestable, c'est une légitimité qui s'impose à tous, que ce soit de façon naturelle ou par d'autres moyens, mais au moins c'est incontestable parce qu'elle s'impose à tous, soit par l'évidence, soit par sa force, soit par ses qualités ou par son ampleur. Nous rappelons que la légitimité est incontestable, c'est-à-dire que qui totalise ou qui englobe tout. Cette légitimité, on pourrait la comparer au coup d'État de Sassou Nguesso. Il est arrivé sur la scène politique après le vide engendré par l'effet du coup d'État où 90% de la classe politique est sortie, ce qui laissait une marge de manœuvre incontestable. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Disons, qu'est-ce que les Congolais en ont fait? Parce qu'il pouvait peut-être y avoir des personnes qui pouvaient infléchir les intentions de Sassou Nguesso. Donc c'est pour ça que nous demandons qu'est-ce que les Congolais en ont fait? Rien du tout. Plutôt, ils l'ont utilisé négativement, nocivement. La légitimité incontestable peut être une majorité temporelle qui écrase tout le monde. C'est le cas actuellement, encore, où nous avons une assemblée dominée par le PCT. Et qu'est-ce que les Congolais en ont fait ou en font? Rien du tout. Aucun bénéfice. Pourquoi? Le problème est culturel. Mais oui, culturel. Nous n'avons pas de patriotes à la tête de notre pays. Nous pouvons continuer dans ce questionnement. Est-ce que l'idéologie qui pourrait être cette légitimité qui fonderait l'État-nation? On va essayer d'éplucher les idéologies que le Congo rencontre. Nous avons le nordisme, qui est une idéologie hégémoniste, mais suicidaire. Cette idéologie s'illustre par la confiscation du pouvoir d'État, l'abrutissement des Congolais, une éducation devenue moribonde, où l'excellence a déserté les bancs du système éducatif. Le nordisme, cette idéologie s'illustre encore par l'appauvrissement des populations au niveau social, au niveau intellectuel, au niveau administratif. L'administration congolaise, qui était la crème des administrations post-coloniales, s'est effondrée. Pourquoi? La réponse se trouve dans la culture des dirigeants. La réponse se trouve dans la culture des monopolistes. La réponse se trouve dans l'unipolarisme politique, où l'on considère que le Congo est un butin de guerre. Quelle guerre? Il faut encore se demander, parce que le Congo ne s'est pas battu avec un pays étranger. Alors, butin de guerre, de quelle guerre s'agit-il? Donc l'idéologie, quand elle est nocive, n'apporte rien de bon, n'apporte que du désastre. Et c'est le cas avec le nordisme, qui est une idéologie. La sociologie du Nord, qui revendique le pouvoir de façon ethno-tribale et l'exerce en tant que tel. L'autre idéologie, c'est l'endocolona, c'est-à-dire l'aliénation et la corruption des élites. L'endocolona regroupe les élites occidentalisées dans les loges franc-maçonniques, dans les partis, en particulier le PCT. Est-ce que l'endocolona peut affranchir l'Afrique? Pas du tout, parce qu'elle est elle-même assujettie à une puissance étrangère, puissance occidentale, à une puissance impérialiste, puissance colonialiste. C'est pour ça qu'il porte le nom de endocolona, c'est-à-dire des supplétifs des colons en terre africaine. Cette idéologie-là n'est pas salvatrice pour le pays ni le continent. Enfin, la dernière idéologie que nous pouvons opposer, c'est la démocratie occidentale. C'est ici l'idéologie, un paradigme occidental, la démocratie à l'occidental. Nous considérons que c'est un mythe et une dérive idéologique qu'on peut facilement démontrer, parce que le principe de la démocratie, c'est un homme, une voix ou une majorité qui dirige. Cette majorité, il faut la définir. Sur quels critères elle s'est formée, comment est-ce qu'elle s'est formée et quelle est son orientation politique. Est-ce que pareille idéologie est conforme à la configuration sociologique du pays, la représentation dite nationale au niveau de l'Assemblée? Est-elle conforme à une société qui est subdivisée en sociologie ou en ethnie? Pas du tout. Nous avons à la tête de notre État un homme omnipotent qui
il nomme les représentants du peuple, ces représentants qu'il puise dans sa sociologie, ou pour colorer le tout par quelques individus, personnalités d'autres ethnies qu'il nomme aussi. Donc, ils lui sont redevables. Ces personnes ne peuvent pas apporter. Les personnes assujetties ne travaillent que pour le bien de leur bienfaiteur, pas pour le Congo. En plus, nous considérons que le poids politique fondé sur une opinion est relatif. Il est temporel. Il n'existe que pendant un instant donné. Parce que deux scrutins électoraux ne donnent pas le même résultat. Jamais. Donc, l'idéologie n'est pas une légitimité qui peut fonder un État-nation. En tout cas, les idéologies que nous venons de citer, le nordisme, l'endocolonat, la démocratie à l'occidentale. Ils ont tous été testés et le résultat, c'est l'échec. Considérons le consensus. Est-ce que ce consensus peut être une légitimité qui va fonder un État-nation? Ce serait du bon sens, avoir un consensus. Mais le Congo a déjà fait l'expérience d'un consensus, la conférence nationale souveraine de 1992. Ce consensus-là a été piétiné. Le bon consensus serait d'aménager le territoire d'une manière qui reflète la configuration sociologique du pays, c'est-à-dire penser la République, penser les personnalités, les entités morales constitutionnables, comme l'ethnie, ou l'individu. L'individu, c'est la forme basique d'uniformisation du citoyen. On peut aussi avoir un consensus sur les clivages, envisager plutôt un consensus sur les clivages politiques, la forme de l'État, l'économie, la culture et les langues. Nous pensons qu'au niveau de l'acte, le consensus est un point de débat et nous verrons quel consensus qui est possible pour le Congo. Nous voyons bien que le consensus n'est pas une unanimité qui permet de s'ériger en légitimité pour fonder un État-nation. Au sein de l'acte, nous pensons à une rationalité qui est au-delà du bon sens pour fonder un État-nation. Et cette rationalité auquel nous nous référons, c'est le machuanisme politique. C'est par là que nous introduisons le machuanisme politique. Le machuanisme est une pensée panafricaine, née de l'injustice coloniale. Son auteur, bien qu'il ne l'ait pas formulé, mais plutôt initié, est André Grenard Machoua, l'icône de la République, que certains ont voulu reléguer à l'arrière-cour de la République. Le machuanisme est une unité civilisationnelle qui s'exprime dans le cadre de la civilisation. On pouvait par là appréhender le contexte global qui transcende les sociologies, qui intègre les sociologies, toutes les sociologies. C'est une solidarité mutuelle, dans ce sens où il n'érige aucune frontière sociologique. Et oui, le machuanisme prône le respect des libertés fondamentales et le machuanisme est porteur de la vertu du dialogue et de la non-violence. Tout ce que nous voulons pour le Congo. Enfin, le machuanisme est un mouvement souverainiste. Il prône la souveraineté intégrale dans toute sa splendeur, c'est-à-dire souveraineté politique qui est fondée sur le principe aussi de la subsidiarité, c'est-à-dire à chaque échelle de la société congolaise, les Congolais doivent être représentés. Ça implique un bon aménagement du territoire, de sorte que le Mboshi ne se sente pas frustré, le Mboshi ne se sente pas minoritaire, que le Vili soit représenté au niveau du Parlement, la voix de Teke soit aussi portée au niveau du Parlement, la voix des Congo-Lari soit aussi portée au niveau du Parlement, à égalité de légitimité. C'est cela, la configuration qui permettra au Congo d'être uni et solidaire. Ce principe de souveraineté politique et subsidiarité. Ensuite, le machuanisme permet la souveraineté foncière. La terre est une propriété sociologique. On ne va pas voir un Vili quitter sa terre natale pour aller vendre les terres de la Likoala ou pour la céder à un quelconque investisseur. Il y a d'autres mécanismes qui permettent de profiter de l'investissement étranger, mais pas forcément de faire des concessions, des baux amphithéologiques. Ça, c'est la façon stupide de procéder. Accorder des contrats de plus de 25 ans, 99 ans. Quelle est cette sottise? Avez-vous vu les États européens accorder ce genre de baux? Les baux amphithéotiques? Jamais. Alors, pourquoi les Africains se livrent à ce genre d'exercice? J'invite les Congolais à y penser, à y souscrire à la souveraineté foncière que prône le machuanisme. Enfin, il y a la souveraineté monétaire. Vous ne pouvez pas avoir un développement sans une souveraineté monétaire, sans la maîtrise de la monnaie. Quand les Occidentaux arrivent au royaume du Congo, le royaume du Congo avait une monnaie, et vous le savez. Alors, au moment où on retrouve l'indépendance, la première des choses, c'est de rétablir la monnaie. Parce que la monnaie vous permet de développer en interne le pays. Puisque les échanges internationaux, c'est du troc. Ce troc se fait au moyen de soit l'échange de matières premières contre un produit venant de l'extérieur ou un produit local contre une autre ressource venant de l'étranger. Vous ne pouvez pas être constamment à échanger avec l'or. C'est pour ça qu'il faut développer le pays avec une
production technique, technologique, intellectuelle, qui vous permettra au pays d'échanger un avion pour un autre avion, une production agricole pour un produit technologique. Ça, c'est les principes du matuanisme. Et cette rationalité, elle doit vous imprégner. Cette rationalité fera que le Congo puisse sortir des comportements barbares, le Congo puisse sortir de la pauvreté, et le Congo puisse briller en interne et à l'extérieur, au niveau international. Que le Congo puisse être un moteur pour la construction panafricaniste, pour la construction de l'Afrique et son évolution. La rationalité matuaniste est celle qui permettra au Congo de ne plus avoir des problèmes de rivalité ethnique. C'est plutôt un atout, un vecteur de l'émulation qui fera que la créativité des uns et des autres entraînera le Congo vers son élévation, vers son développement. C'est à cela que l'alternative congolaise pour une transition d'État vous invite. Donc, pour mieux appréhender les perspectives pour le Congo, nous invitons les Congolais à refonder le Congo autour du matuanisme politique. Pourquoi? Parce que le matuanisme est l'unique socle idéologique, l'unique rationalité qui peut unir le Congo et le lever au stade de l'État-nation. Politique, le matuanisme est un nationalisme. C'est un nationalisme qui privilégie l'intérêt du pays par la citoyenneté, c'est-à-dire une transethnicité, à ne pas confondre avec l'uniformisation culturelle, mais plutôt un moteur pour l'identité civique au sens de nationalité culturelle, c'est-à-dire abstraire le mariage traditionnel, abstraire les tribunaux coutumiers, un tas d'autres aspects de la culture, des sociologies du Congo, de sorte que nous ayons une identité nationale, une identité culturelle nationale. La pensée qui consiste à s'en remettre uniquement au mariage civil qui fait force de loi dans la considération administrative, c'est une hérésie. Nos sociologies, notre culture, c'est d'abord le mariage traditionnel. Et qu'en cela doit être pris en compte dans la vie administrative et institutionnelle du pays. En politique, le matuanisme est un nationalisme qui s'exerce aussi du point de vue de l'état de droit et de l'éthique, l'orthodoxie financière et le fait de considérer que l'armée doit être une institution neutre, tout comme l'administration est une institution neutre. Vous ne pouvez pas utiliser l'administration contre d'autres sociologies. Et l'armée, c'est un élément de l'organisation sociale et politique du pays. Elle ne peut pas être utilisée contre le peuple, parce que l'armée est au service du peuple. Vous levez l'armée pour aller bombarder une partie du peuple au pôle. C'est injustifiable. C'est un non-sens, c'est une contradiction. Parce que l'armée, elle est faite au nom du peuple. Elle agit au nom du peuple. Donc l'armée ne peut plus agir contre ce même peuple. Le Congo nouveau doit avoir des personnalités qui transcendent ce genre d'actes, ce genre de comportement. Enfin, dans ce nationalisme, il faut introduire l'authenticité. L'authenticité par la langue, par le statut du mariage et de la famille, par la spiritualité authentique, par la patronymie qui doit être authentique et non porter des prénoms comme Jean, Jacques, Denis, qui ne veulent absolument rien dire, qui sont des emprunts de la civilisation occidentale. C'est des choses à bannir dans notre culture. Cela nous a été imposé. Vous ramenez 500 ans avant l'arrivée du colon, nous ne portions pas ce nom-là. Donc, il faut réhabiliter la mémoire, réhabiliter l'histoire. C'est pour ça que la rivalité ethnique qui amène à des idéologies stupides n'a pas de sens. Parce que cela vous empêche d'avoir une identité propre qui vous permet de vous élever, de vous affirmer au niveau civilisationnel. Toujours dans l'axe politique, le matuanisme nous permet d'aboutir à un panafricanisme. Vous savez que Machoua, dans son combat, son idée c'était d'avoir l'indépendance de toute l'Afrique équatoriale française. Donc le matuanisme est un schéma de souveraineté continentale et raciale pour la défense et le développement. Pour ça qu'il est indispensable pour le pays. Cette rationalité est indispensable pour construire une Union africaine, d'abord peut-être pour les pays de l'Équateur, dans la zone équatoriale, et ensuite à l'échelle du continent. Aujourd'hui, cette Union africaine à l'étape dans la zone équatoriale est portée par le projet de l'Union de Timansi. Il faut savoir saisir les opportunités. Il faut savoir saisir les bonnes idées quand elles se présentent parce qu'on finit toujours par y revenir, y recourir. Ne pas les accepter un temps, c'est une perte de temps. Le matuanisme est une rationalité qui vous permet d'atteindre cette unité panafricaniste. Ensuite, et cela, c'est une pratiquement incidence des deux premières acquis du matuanisme en politique, c'est le fédéralisme parce que le matuanisme induit une architecture plus fluidifiée les relations entre l'État
et le peuple. Donc cette architecture d'État doit être structurellement endogène, c'est-à-dire basée sur les réalités sociologiques du pays, qui ne doivent pas être conflictuelles, qui ne doivent pas être utilisées comme étant des entités opposables, mais plutôt des entités qui collaborent, des entités qui travaillent ensemble pour aboutir, pour concrétiser un projet commun, celui du vivre ensemble, celui de la civilisation bantoue. Il n'y a pas d'autre destinée que de promouvoir le bachuanisme. C'est une idée qui n'est pas enterrée à Mayama ou une idée qui a disparu avec la ruse du colon. C'est une idée qui est vivante dans nos cœurs, dans notre esprit, parce que Machua est immortel, le machuanisme est immortel. Toujours dans la fondation du Congo, dans la refondation du Congo autour du machuanisme, nous disons que le machuanisme a une inclinaison économique qui permettra au Congo de se développer et d'acquérir cette lettre de noblesse économique. Et comment? Parce que le machuanisme a un schéma endogène de développement à travers la libre entreprise, à travers une production anthropologiquement basée sur le collectivisme, mais cela n'exclut pas l'entrepreneuriat individuel. Et encore, au niveau économique, le machuanisme prône l'usage d'une monnaie africaine, parce que l'ensemble de l'Afrique équatoriale ne pouvait exister sans une monnaie africaine qui allait être utilisée dans les États de la fédération. Le machuanisme reste au niveau social encore un moteur d'unité, parce que le machuanisme prône les droits et la justice sociale. N'oublions pas que le combat de Machua s'est articulé autour de la défense des libertés, sur l'abolition du code de l'indigénat, sur la revendication de la citoyenneté authentique africaine. Donc le machuanisme a une branche sociale novatrice en termes de droits et justice sociale, en termes de politique, de santé et de prévoyance. Parce que les projets que le système colonial a voulu mettre en œuvre, ce sont les idées d'André Grenard Machua. Le projet de la société indigène de prévoyance, c'est le projet de Machua. De Gaulle, qui a côtoyé Machua, ou les machuanistes, a triché, a copié cette idée. Dès qu'il est revenu en France, il a mis en place la sécurité sociale. Ça, ce sont les idées du machuanisme, les idées sociales du machuanisme. Le droit, la justice sociale, la politique de santé, de prévoyance, dont rêvent beaucoup de Congolais. Saisissons cette opportunité. Ce rationalisme-là doit être mis en œuvre sans plus tarder, dès lors que le Congo retrouvera les moyens de se mouvoir, toute quiétude, en toute liberté, sans les éléments nocifs de l'impérialisme occidental qui sévissent actuellement. Au niveau social, le machuanisme permettra d'acquérir aussi la maîtrise des techniques industrielles et la formation des élites. N'oubliez pas que le projet de formation des Congolais à l'étranger, notamment en faisant l'acquisition d'une résidence où ils pouvaient se mettre à l'abri des difficultés de logement, c'est-à-dire la MEC, la Maison des étudiants congolais, pour ceux qui l'ont connu, et pour ceux qui ne le savent pas, qu'ils en prennent connaissance, que Machua a initié ce projet de formation élitiste des Africains. Et par la formation, on acquiert des compétences, des techniques, des facultés qui permettent de développer des techniques dans tous les domaines, que ce soit l'industrie, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'électronique. C'est par la formation qu'on acquiert ces facultés, ces compétences-là. Il n'y a pas mieux que cette rationalité pour nous unir et nous développer. Et en toute fraternité, toute solidarité. C'est en cela que la problématique de l'avenir des uns et des autres, y compris l'avenir des Mboshi, c'est une problématique nationale qui trouvera ses solutions, ses résolutions dans le machuanisme. N'oubliez pas qu'une grande partie des machuanistes habitent l'hémisphère nord du pays. Par un fait de l'histoire, ils ont été déportés dans le nord et en masse. Donc, cultivez-vous, fraternisez le pays. Vous en avez les commandes actuellement, pendant qu'il est encore temps. Ne restez pas insensibles à la rationalité qui vous interpelle. C'est un devoir de laisser un Congo en paix à vos enfants, à tous les enfants du Congo. Ce n'est pas dans l'adversité, dans la violence que vous allez quitter ce monde des hommes. Nous pouvons faire un havre de paix qui nous permettra à tous d'avoir une rampe de lancement, de développement individuel, spirituel et intégral dans le sens complet du terme. Bien, voici venu l'heure de notre conclusion sur ce thème de perspective pour le Congo. Comme conclusion, nous disons que le Congo est confronté à un défi, notre génération est confrontée à un défi civilisationnel. Ce défi civilisationnel s'exprime à travers deux aspects. Premièrement, le risque de recolonisation. Les Occidentaux ont décrété que l'Afrique était leur intérêt
commun. Il nous revient à nous, Africains, de faire échec à cette entreprise qui s'illustre déjà à travers la guerre coloniale que la France veut mener, disons l'Europe, les Occidentaux veulent mener dans le Sahel pour assujettir les peuples qui se sont déjà affranchis, tels que le Mali, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Niger. Donc ce risque de recolonisation pèse. C'est un épée de Damoclès sur nos têtes. C'est un projet auquel il faut faire échec. Ensuite, il faut être conscient que dans ce défi civilisationnel, il faut être conscient qu'aucune évolution géopolitique ne nous est naturellement favorable. En ce sens, l'Africain doit redoubler de vigilance, doit redoubler d'ingéniosité. L'Africain doit être solidaire. Ce qui arrive au Sahel va arriver en Afrique centrale. Au niveau de l'acte, nous avons toujours dit que si tous les autres États africains s'engageaient à soutenir les pays du Sahel qui sont menacés, en y envoyant des contingents, les Occidentaux n'oseront même pas envisager une quelconque guerre de reconquête des espaces politiques perdus. Notre génération doit aussi être consciente, en dehors du défi civilisationnel, notre civilisation doit être consciente de l'urgence d'unir le pays et l'Afrique. L'unification du pays et de l'Afrique, c'est un projet ancien depuis le XVIIIe siècle. Nous l'avons démontré avec le projet matuaniste de la création de l'Union fédérale pour les États d'Afrique équatoriale. C'est ainsi que nous pourrions gagner en dignité et sécuriser notre avenir. La dignité de l'homme noir, beaucoup de nos ancêtres ont œuvré dessus. Rappelons-nous, il y a Kimpavita qui a été brûlé vif pour défendre le royaume du Congo. Rappelons-nous de Mfumu Kimbangu qui a passé 30 ans de sa vie en prison pour déraciner spirituellement les talismans que les Occidentaux avaient implantés dans chaque pays d'Afrique pour nous empêcher de nous réveiller. Ce travail a été fait par l'homme au Congo. Cette génération dépositaire de la civilisation bantoue a toujours lutté pour que nous soyons libres, que nous soyons des hommes libres, que nous vivons dans notre dignité. Alors ce combat est aussi le nôtre. C'est pour ça que l'unité, c'est ce qui fait la force en étant diverse, parce que la nature est diverse. Si la nature ne l'était pas, il aurait été difficile de guérir les diverses maladies, parce que c'est à travers la diversité de la nature qu'on trouve les plantes diverses qui permettent aussi de guérir les diverses maladies. Une plante ne guérit pas toutes les maladies. Voilà. C'est en cela que l'unipolarité ethnopolitique, c'est une sottise et nous devons en sortir. Enfin, notre génération doit être consciente du fait que nous avons un destin partagé. Les Bantous, en tant que peuple civilisateur, racine des peuples d'Afrique centrale. Fouillez dans vos langues, vous trouverez que les vocables utilisés ont la racine Kikongo. C'est en cela que nous sommes tous des Bantous. Si vous persistez à vouloir déraciner l'arbre qui porte les branches, personne ne survivra, soyez-en sûrs. Et chez les Congos, nous disons que Babaman Seke, libre à vous de l'interpréter comme vous voulez, et sachez que le Congo ne va pas mourir. Ou plus précisément, le Congo avec K ne va pas mourir, parce que nous ne sommes pas qu'au Congo-Brazzaville. Ce territoire du Congo partait du sud de l'Angola jusqu'au sud du Cameroun, où les Ntotila prépositionnaient les guerriers, la force combattante pour se prémunir contre d'éventuels assauts des gens qui sont culturellement pas des Bantous, notamment Boko Haram, n'est pas d'aujourd'hui. C'est de là-bas que nos ancêtres, nos Ntotila, prépositionnaient les combattants pour enrayer cette menace qui nous a préservés tous. Alors ne cherchons pas des conflits inutiles pour se ressaisir. Le lendemain, ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas ce que les Mochis pensent. Parce que sitôt qu'ils auront accompli les basses œuvres, c'est le colon qui viendra les décimer à leur tour. Il n'y aura personne pour les défendre. Les Bantous ont lutté pour que l'indépendance du Congo arrive. Et souvenez-vous, la première nation indépendante, la nation noire indépendante au monde, c'est Haïti. Et Haïti, cette indépendance a été obtenue par 3 personnalités. Congo, c'est-à-dire qui venaient du royaume du Congo. Nous citons Makaya, Bavungu et Makanda. Ce sont les 3 personnalités qui ont permis à Haïti de devenir indépendant. Et la première constitution de Haïti a été écrite en Kikongo. Vous n'y voyez pas de similitudes? Les Congos sont un peuple civilisateur. Congo, c'est la racine de la race noire universelle. Alors, ne les méprisez pas. Ne nous méprisez pas et ne nous méprisons pas parce que nous sommes une valeur sûre de l'humanité. Il y a un oracle qui dit que lorsque les peuples occidentaux auront dévié les peuples de ce monde, eh ben, la moralité ou la culture qui réhabilitera ce monde viendra de Congo bientôt. C'est par là que je m'arrête. Cette révélation nous a été apportée encore une fois par le grand maître de la pensée négro-africaine, le grand maître de la spiritualité africaine, né Mwandansimi Mukongo, qui n'est pas congolari, mais qui est un Mudondo. Je vous remercie.